montrait que l'État propose toute une série de solutions. Ce qui m'importe, c'est que les Français se saisissent de ce débat. C'est qu'on doit et on peut faire mieux. L'envie d'un destin en commun. L'occasion pour tout le monde de clarifier son positionnement. Bienvenue dans Politiquons, l'émission politique de WEO. Alors cette semaine, on politique, autrement dit, on parle politique avec Olivier Henno, le maire MoDem de Saint-André-les-Lilles. Il est également premier vice-président de la communauté urbaine de Lille et président du MoDem du Nord. Alors c'est dans le giron de Marc-Philippe Daubresse, qui était alors à l'UDF, qu'Olivier Henno a grandi. Depuis, il s'est affranchi de son mentor au point d'entretenir avec lui des relations qu'on peut qualifier de glaciales. Nous en reparlerons évidemment avec lui. Nous parlerons évidemment du MoDem également et de son difficile positionnement entre la droite et la gauche à l'aune des présidentielles. Pour l'interroger avec moi aujourd'hui, j'accueille Jean-Charles Gatineau, journaliste à La Voix du Nord, et Éric Métro, rédacteur en chef de Norway. J'arrive tout de suite, messieurs, je vous rejoins dans le débat dans quelques minutes. Avant ça, je vous propose de faire plus ample connaissance avec Olivier Henno. Le portrait est signé Pierre-Jérôme Montenot et Maxime Cuvillier. À tout de suite. Olivier Henno, c'est l'histoire d'une brouille qui fait déteindre les couleurs politiques. Nous sommes en 2001. Olivier Henno vient de remporter pour la droite la mairie de Saint-André. Il a battu le socialiste Paul Loherrière. Sur l'écharpe tricolore, sa couleur alors, c'est le bleu de l'UDF. C'est le glissement à droite de son ancien patron à l'UDF et député maire voisin de Lambersart, Marc-Philippe Daubresse, qui va assombrir le tableau. Voilà que Marc-Philippe Daubresse participe à la fondation de l'UMP, alias alors Union pour la majorité présidentielle, soutien inconditionnel de la candidature de Jacques Chirac. La vieille haine à droite entre giscardiens et chiraciens va ressurgir avec des dégâts locaux. Marc-Philippe Daubresse a fait le choix de soutenir Jacques Chirac dès le premier tour, à la surprise d'un grand nombre de ses amis, et de rallier l'UMP. Il serait resté à l'UDF, je n'aurais jamais été candidat, je serais d'ailleurs l'un de ses soutiens et dans son comité de soutien. Olivier Henno reste au centre, encore à droite, mais campagne après campagne, il va glisser vers la gauche. Le bleu azur se teinte de rose, jamais de rouge. En 2005, ce sont les législatives partielles qui voient s'affronter les deux anciens amis. Olivier Henno se présente dans la 4e circonscription du Nord, où Marc-Philippe Daubresse souhaite récupérer son siège de député après son passage au gouvernement. Désormais UMP bleu bon teint, Marc-Philippe Daubresse fait venir ses soutiens de poids pour montrer localement où est vraiment la droite. Olivier Henno fait de son côté une campagne presque plus à gauche que les socialistes. Il impose aux députés jusqu'alors élus au premier tour un ballottage, mais Marc-Philippe Daubresse conserve son siège. À partir de 2007, c'est la période orange pour Olivier Henno. Il est le poisson pilote de Bayrou dans le Nord, il fait sa campagne présidentielle et à la fondation du MoDem, il prend des responsabilités dans le nouveau parti fondé dans la dynamique de l'élection. Il est membre du bureau exécutif en charge des questions de sécurité, on dit le shadow cabinet, c'est très élégant. Localement, la guerre de tranchées Saint-André-Lambersart, où droite-centre, n'est pas terminée. 2007, législative, il est battu par l'UMP Marc-Philippe Daubresse. Les bleus battent les oranges. 2008, municipal à Saint-André, les oranges écrasent le bleu de l'UMP. Olivier Henno est réélu à la tête de sa ville avec 62% dès le premier tour. Les équipes de droite regrettent quand même un peu ces querelles de chefs. Localement, la tendance rose se confirme pour l'élection suivante, celle des conseillers de Lille Métropole Communauté Urbaine. En appuyant Martine Aubry, le MoDem contribue à la défaite de Marc-Philippe Daubresse. Pour une fois, le siège est clairement à gauche. Olivier Henno devient avec les socialistes un des premiers vice-présidents de Lille Communauté Urbaine. Il prend en charge la culture. Victoire et défaite se succèdent dans sa carrière. Cantonale, il est élu conseiller général. Européenne, il est seconde liste. Il n'y a qu'un siège squatté par Corinne Lepage qui utilise le MoDem comme marchepied. Pas de chance. Élection régionale, c'est le résultat qui assombrit tout le tableau. Le MoDem qu'il conduit fait moins de 4% des voix à l'Assemblée régionale. Il n'aura pas d'élu. Présidentielle, Olivier Henno reprend les couleurs flamboyantes de Bayrou pour la prochaine élection de 2012. Louis Aragon, le poète rouge, disait « Un jour viendra couleur d'orange ». Paul Éluard répondit « La terre est bleue couleur d'orange ». Heureusement que la politique n'est pas de la poésie. On risquerait de s'y perdre complètement. Bonjour Olivier Henno, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors l'orange, c'est votre couleur? C'est la couleur du centre. C'est un engagement depuis 1982. Et donc quand on regarde ça, on se dit quelle histoire. Mais au fond, la continuité et la cohérence, ce sont les idées du centre, élection après élection. Quand on mélange du rose et du bleu, ça ne fait pas forcément du orange, ça signifie bien que
que le centre est une voie à part entière? Le centre est une voie à part entière. On a fait ce choix de l'autonomie au congrès de Lyon de l'UDF en 2005, donc ça remonte maintenant un peu, mais c'est vraiment une volonté de s'afficher et de rompre, parce que c'était ça, avec ce que François Mitterrand avait bien défini. Il avait défini comme le centre en disant c'est ni gauche ni gauche. Bon, voilà, c'était tout, finalement tout était dit, et donc on a rompu avec ça, voulant occuper une vraie place dans la politique française et en n'étant plus systématiquement une force d'appoint de la droite. Alors, Monsieur Hénault, il y a 10 jours, vous avez piqué une petite colère, puisque vous avez dit le MoDem n'a rien de commun avec Claude Guéant, avec la droite populaire et radicale, dont la frontière avec l'extrême droite est de moins en moins étanche. Vous réagissiez à une déclaration de Claude Guéant la veille, qui avait dit « Plus j'entends François Bayrou parler, plus je me dis qu'il appartient à notre famille ». Donc ça vous a vraiment agacé, cette récupération? Avec les événements qui se sont passés ensuite, c'était un peu prémonitoire. Oui, c'était l'idée de dénoncer les provocations systématiques de Claude Guéant, ça c'est sur la forme, et puis sur le fond, même si c'est un républicain, hein, je ne veux pas tomber dans l'excès d'hier, hein, c'est un républicain, mais sur le fond, il fait partie de la droite populaire, et la droite populaire sur bien des sujets, sur la conception même de la vie, eh bien, elle est fortement éloignée des idées du centre, des humanistes et des chrétiens sociaux que nous sommes. Ce qui vous a choqué, c'est qu'il récupère votre champion, en fait. Qu'il essaye de le récupérer. Qu'il essaye de le récupérer. En même temps, c'était de bonne guerre, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous voulez? Après tout, on sait bien que pour gagner une élection présidentielle, il faut à la fois rassembler son camp et puis élargir au second tour au centre pour faire plus de 50%. C'est la règle de la démocratie. Donc, il fait une tentative. Cette tentative ne correspond pas aux idées que nous défendons. Il y a quelque chose d'absolument virtuel. Et donc, il nous a semblé, parce que c'était une démarche collective, bien sûr, que notre rôle à nous, c'était de rappeler publiquement, parce que l'engagement public, un homme public, c'est des décisions publiques, de rappeler publiquement qu'on ne partageait pas les idées de cet homme, quoi, voilà, tout simplement. Alors on va revenir à la présidentielle un peu plus tard dans l'émission. Là tout de suite on va s'intéresser à vous, à votre mandat de maire, votre vice-présidence à la communauté urbaine. Pour commencer, donc vous êtes, Pierre-Jérôme Montenot l'a rappelé, vous êtes maire de Saint-André depuis 2001. Vous avez ravi la commune à Paul Loherrière qui était socialiste. Depuis vous êtes premier vice-président, l'un des 10 premiers vice-présidents de Martine Aubry à la communauté urbaine. Donc vous vous êtes rapproché d'elle, qui en l'occurrence est première secrétaire du Parti socialiste. Quelle est la logique et comment ça se justifie, alors que dans votre opposition à Saint-André, il y a des socialistes, il y a des socialistes aussi à chaque fois que vous vous présentez à une élection, que ce soit le conseiller général, même s'il y a eu un retrait, et dans la 4e circonscription, il y aura encore une socialiste. Comment vous articulez tout ça? Alors c'est le chemin du centre. D'abord, il y a une spécificité française qui est le scrutin majoritaire, qui existe nulle part en Europe. Ça n'existe pas dans d'autres pays européens. Personnellement, moi je suis favorable à la proportionnelle. Parce qu'à ce moment-là, on verrait les choses autrement. Voyez-vous, j'étais conseiller régional en 92 et c'était à la proportionnelle. C'était Marie-Christine Blandin qui était présidente. Bon, on devait, sur un certain nombre de sujets, fabriquer des majorités. Mais il n'y avait pas un camp contre un autre. Et au total, beaucoup de sujets ont progressé. Je prends 2 exemples. L'exemple des éoliennes, par exemple. Moi, je n'avais pas cette sensibilité. Et puis, Marie-Christine Blandin, Guy Asquette m'ont fait découvrir les énergies propres, l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, évidemment, c'est devenu banal. À l'époque, ça ne l'était pas. En même temps, Guy Asquette, il a accepté l'idée du doublement de la RN 41, alors que ce n'était pas non plus forcément leurs idées de départ au vert. J'ai pris ces 2 exemples, il y en aurait beaucoup d'autres, naturellement. Sauf qu'ici, en France, on n'est pas dans ce cadre-là. On est généralement dans le cadre de l'élection majoritaire. Nous sommes le centre, nous sommes les idées du centre. En 2001, c'était l'UDF et l'alliance systématique avec la droite. Et donc, dans ce cadre-là, je me suis présenté à la mairie de Saint-André, pas non plus avec des idées très à droite, c'était les idées du centre.
on avait le soutien d'une partie de la droite, mais c'était la droite républicaine, une forme de droite gaulliste, modérée. Les choses ont quand même bien changé avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Et puis après, on a pris notre autonomie à Lyon, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça, c'est pour ce qui nous concerne. Et puis, il y a eu bien évidemment l'accord communautaire avec Martine Aubry. Quelques mois avant, l'UMP n'avait aucun embarras à avoir un accord avec Pierre Mauroy, communautaire, et Marc-Philippe Daubresse le premier, puisqu'il était premier vice-président. Donc on est dans le cadre du projet communautaire. D'ailleurs, c'est aussi une histoire personnelle. Lequel ne vous engage pas au niveau national ? Lequel, après c'est des idées personnelles au niveau national, lequel ne m'engage pas au niveau national. La preuve, c'est que je soutiens François Bayrou. Et puis, vous voyez, dans un accord communautaire, il y a aussi des choses qui sont personnelles. C'est vrai que le courant est passé avec Martine Aubry. Et puis ensuite, il y a la question du projet. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce qui se passe à la communauté urbaine est profitable à la métropole, aux habitants de la métropole. Et puis, il y a une autre chose qui est plus sur le fond, là, cette fois. C'est que, hier, il y avait une émission dans une chaîne concurrente sur la fin du bloc soviétique, la chute du mur de Berlin. Tant qu'il y a eu ce bloc soviétique et le mur de Berlin, il était impossible pour les humanistes, pour André Diligent, pour Georges Delfosse, d'envisager de travailler avec les communistes tels qu'ils étaient, avec l'impossibilité de parler, tout ce qu'on voyait encore à l'époque avec le bloc de l'Est, avec évidemment Solzhenitsyn. Enfin, il y avait toute cette histoire, c'était impossible. Aujourd'hui, ça a changé. Parce qu'il y a aussi eu les néolibéraux qui ont fortement influencé la société, la dérégulation financière, la dérégulation bancaire, et donc la société elle est devenue plus injuste. Et donc naturellement, il n'est pas du tout illogique, et même il est logique que sur le fond, alors on bouscule les habitudes de la politique, parce que la politique elle est figée. Sur le fond, eh bien maintenant, les chrétiens sociaux, ils ont chemin ou quelquefois des accords à bâtir avec les démocrates sociaux pour lutter contre les injustices et les inégalités de la société. Ça fait bouger les plaques et laisser un espace pour naturellement, le centre. C'est ça la cohérence de ces choix. Quand on a le temps d'en parler comme ça et qu'on a les références historiques, on comprend bien. Que vous disent vos électeurs sur le terrain? Est-ce qu'ils ne sont pas un peu déroutés par ces géométries variables qui sont explicables, mais qui sont surprenantes peut-être quand on n'est pas très informé? Peut-être sont-ils gênés de me parler, mais en tous les cas, si on a l'explication, si on fait de la pédagogie, et si on est sûr de ses convictions et qu'on ne donne pas le sentiment d'être hésitant, et que tout ça trouve une cohérence et sert l'intérêt général et le bien public, très franchement, je ne pense pas avoir eu à souffrir de ces choix, et je les assume alors franchement totalement, et je pense même que ça s'inscrit dans une évolution de la société et que ça répond à un cheminement qui est logique et indispensable si on veut lutter contre les injustices, mais aussi traiter les vrais problèmes. Encore une fois, ce serait beaucoup plus simple et ce serait naturellement comme ça. S'il y avait, comme il y a dans tous les autres pays européens, la proportionnelle pour les élections législatives et d'autres élections. Des explications, justement, vous disiez il fallait expliquer un petit peu les choix aux électeurs et à vos citoyens. Il va falloir en fournir pas mal quand les législatives vont arriver et que vous allez expliquer qu'en face de vous, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y aura Marc-Philippe Daubresse d'un côté, mais vous aurez aussi Hélène Parra, la représentante du Parti Socialiste. Expliquez pourquoi vous faites campagne l'un contre l'autre, alors qu'à la communauté urbaine, vous êtes l'un à côté de l'autre. Bon, d'abord, on va laisser passer l'élection présidentielle. C'est d'ailleurs un vrai problème institutionnel, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'élection législative, elle est malheureusement, et alors encore plus parce qu'elle est au scrutin majoritaire, complètement cannibalisée par l'élection présidentielle. C'est très court, hein, la campagne législative. On verra bien. Mais maintenant, si vous me demandez de dire que c'est un chemin facile, je vais vous dire non. Si vous me demandez est-ce que la bipolarisation est inéluctable, je crois que non, et je fais en sorte que non. Parce que je pense que, et on a eu le spectacle hier à l'Assemblée, vous voyez, un camp contre un autre, où tout est bien d'un côté, tout est mal de l'autre, tout ça ne correspond pas à la réalité, ne sert pas la vie publique, ne sert pas l'intérêt général, et ne donne pas envie au total aux Françaises et aux Français de vraiment s'intéresser à la politique. Alors moi, je refuse
la bipolarisation, je crois qu'elle n'est pas inéluctable, mais je sais que le chemin est difficile et en tous les cas, je le fais avec conviction, mesurant aussi les risques. Parce que j'en mesure les risques, mais après tout, vous voyez, au moins j'ai une fidélité par rapport à mes idées qui, je crois, est une force et qui est ressentie par les électrices et les électeurs. Donc on l'a dit, en 2008, vous avez été réélu à la mairie de Saint-André au premier tour, preuve que peut-être les électeurs ont compris, sauf que dans la foulée, vous devenez premier vice-président de Martine Aubry à la communauté urbaine. Est-ce que, à la lumière de tout ce que vous venez de nous expliquer, vous auriez souhaité ou vous apprécieriez un consensus à la Pierre Mauroy, à la communauté urbaine, c'est-à-dire en rassemblant encore plus largement ? Une sorte d'exécutif d'union métropolitaine. Rien n'est jamais arrêté. Peut-être on y reviendra à l'avenir, mais je pense quand même que c'est une évolution au sein des intercommunalités. Le consensus général, par exemple, n'a pas forcément permis d'avancer sur tous les sujets. Le mien, par exemple, la délégation culture, faisait partie des choses qui étaient souvent l'objet de polémiques ou ne rentraient pas dans le consensus. Et donc sur la compétence culture, par exemple, on a beaucoup moins avancé que sur la compétence sport, parce que la culture, curieusement, elle l'est maintenant d'ailleurs, il y a un accord général, mais n'était pas dans le consensus. Preuve que le consensus n'était pas l'alpha et l'oméga, mais à un moment donné, c'est projet contre projet, bon... Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas non plus tout à fait logique que ceux qui ne partagent pas le projet de l'exécutif ne soient pas dans la majorité. Les déclarations des uns et des autres marquent très bien qu'ils ne partagent pas ce projet. Alors est-ce que demain, après d'autres élections municipales ou d'autres modes de scrutin, il ne peut pas encore y avoir un consensus? Les choses ne sont jamais figées, mais ça correspondait à une réalité de la vie politique de 2008 dans la métropole. Et puis, ce qui a quand même changé beaucoup, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy et cette droite décomplexée. On est bien obligé de prendre en compte ces évolutions-là. Ce n'est pas la même droite que celle de 2001, que celle de Jacques Chirac, que des démocrates chrétiens de Raymond Barre. On n'est plus du tout dans le même contexte. Et donc, forcément, ça a des répercussions aussi sur le plan local et à l'île métropole. À ce moment-là, en 2008, quand vous faites ce choix-là, est-ce que vous n'êtes pas rentré, on a parlé de vos relations avec Marc-Philippe Daubresse dans le petit reportage qui a précédé, est-ce que vous n'êtes pas rentré aussi dans une logique tout sauf Daubresse qui briguait aussi la présidence de LMCU? Est-ce qu'il n'y avait pas ici un rapport de force un peu personnel quand vous avez pris cette décision-là? Ah non, là très sincèrement, d'abord, j'ai pas du tout d'obsession personnelle. Moi, d'un certain point de vue, c'est un homme intelligent qui connaît ses dossiers. Je n'aime pas son style de la cellule riposte, les éléments de langage, une forme d'agressivité maintenant parfois dans l'expression, qui n'était pas la sienne auparavant d'ailleurs. Mais en même temps, j'ai pas du tout d'obsession personnelle. Non, alors là, absolument pas, c'est pas du tout mon genre et je me lève pas tous les matins avec cette obsession. Non, vraiment, c'est l'idée à un moment donné d'être utile et de faire en sorte de répondre aux attentes, de faire des choix en termes d'intérêt général, parce que faire de la politique, c'est pas toujours répondre aux choix du présent. C'est aussi quelquefois, et bien souvent, être en capacité et d'avoir une majorité assez large. C'est ça qui manque à notre pays d'ailleurs. Souvent on est camp contre camp à 50-50. Et donc on n'a pas cette majorité assez large pour prendre des décisions qui sont parfois impopulaires, difficiles à prendre au moment où on les prend, mais qui 3, 4, 5 ans après apparaissent comme très, très utiles et ont servi le pays et l'intérêt national. C'est ça la politique. Alors en juin prochain, vous vous présentez donc dans la 4e circonscription. En face de vous, on l'a dit, Marc-Philippe Daubresse et Hélène Parra pour le Parti socialiste. Est-ce qu'on peut imaginer, même s'il ne vous obsède pas, qu'il y ait une envie, une tentation de faire chuter Marc-Philippe Daubresse en vous alliant avec le Parti socialiste dans la perspective du second tour? Encore une fois, vous savez, en politique et dans des élections comme celle-là, on peut construire beaucoup de scénarios. Mais évidemment, l'élection présidentielle
comment dire, est décisive par rapport aux élections législatives. Je ne peux pas, sincèrement, devant vous et devant les gens qui nous regardent, expliquer ce qui va se passer aux élections législatives, car je ne sais pas qui va être qualifié pour le second tour de la présidentielle, qui sera le président, qui sera la majorité présidentielle et qui sera l'opposition à cette majorité présidentielle. À partir de là, c'est quand même difficile d'élaborer des scénarios. Mais moi, voilà, je vais plutôt répondre comme ça. Oui, j'ai depuis longtemps le souhait, et même, voyez-vous, c'est les paradoxes de la vie politique, c'est que je suis très sensible aux monuments à Paris qui symbolisent l'histoire de France. Et quand je me suis engagé en politique, j'ai toujours ce rêve de siéger à l'Assemblée nationale, ce lieu prestigieux avec tous ces grands hommes qui, au fond, nous contemplent quand on y est. Et donc, siéger à l'Assemblée nationale fait partie des objectifs. Encore une fois, j'en fais pas une maladie. Je suis, je crois, utile à Saint-André, à la métropole, au Conseil général, mais ça fait partie des objectifs. Voilà, je vous réponds à votre question sur ce thème. Clairement, vous nous dites que pour l'instant, votre sort personnel est lié à ce que décidera le MoDem au moment des élections présidentielles, ce que décidera de faire François Bayrou, vers quelle tendance il ira. Vous faites partie quand même de sa garde rapprochée, comme on dit, de son comité de campagne. Vous devez un petit peu savoir sentir l'air du temps, savoir un petit peu ce qui va se passer, et donc pour vous, ce qui pourrait se passer après concrètement sur le terrain. Concrètement, est-ce que la tendance est plus à un rapprochement avec la droite ou un plus avec la rapprochement avec le Parti socialiste ? Sincèrement, je ne le sais pas. Et sincèrement, et d'ailleurs on aura tous à se positionner par rapport à cette question de la majorité présidentielle. Pas seulement nous. Je crois que cette question de la majorité présidentielle, elle est dans les institutions de la 5e très très forte. Et elle a des conséquences sur tous les autres scrutins, et en premier lieu sur les élections législatives. Mais François Bayrou, il a cette force en lui d'être totalement tendu vers l'objectif de la victoire, et donc du second tour et de la victoire. Et je pense que non seulement je suis absolument incapable de savoir ce qu'il décidera, et en plus, si je le savais, je ne sais pas si je serais habilité à vous le dire. Mais en plus, sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il est totalement tendu vers la victoire du second tour. Peut-être d'ailleurs c'est quelquefois excessif, si on abordait cette autre question. Parce que c'est vrai que parfois, être stratège, c'est avoir un plan A et un plan B. Mais lui n'est pas dans cette logique. Quitte même à sacrifier certaines choses, hein, à être en dehors d'un certain nombre de sujets. Mais aujourd'hui, il est totalement tendu vers l'objectif de la victoire. Et quoi qu'il décide, vous le suivrez ? Ah non, on ne peut jamais dire ça. Je n'aime pas l'esprit de système et l'esprit de parti. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que dans l'accord communautaire, il y avait aussi les relations personnelles avec Martine Aubry. Donc jamais j'applique cette attitude. Donc jusqu'à présent, j'ai toujours été d'accord avec François Bayrou, mais je n'ai jamais signé de chèque en blanc. Et donc à la question, non, je ferai un choix personnel pour ce qui concerne la majorité présidentielle. Éric Métraud, c'est l'heure de la question difficile à poser, et c'est encore tombé sur vous. Je ne sais pas si je devrais vous... Ouh là 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 là. Alors aujourd'hui, vous faites partie de ce qu'on appelle un shadow cabinet du MoDem chargé des questions notamment de sécurité. Que deviendrait ce shadow cabinet et ses travaux en cas de cette stratégie du gouvernement d'union nationale que pourrait poursuivre François Bayrou avec cette droite que vous n'aimez plus finalement ? S'il y a l'élection de François Bayrou, il y a une nouvelle majorité qui se compose, et donc elle se compose autour du président, à partir du centre, mais elle évidemment est élargie à d'autres partis, à d'autres personnalités de la gauche républicaine et même de la droite républicaine. Il n'y aura pas d'exclusion. Je veux dire, naturellement, ça n'aurait pas de sens. Ce n'est pas notre projet. L'élection de François Bayrou, ça ne voudrait pas dire le shadow cabinet comme ministre et nous tous ministres dans nos fonctions. Enfin, ce serait, c'est pas du tout. Il y en aurait certains qui y seraient, d'autres qui n'y seraient pas, qui auraient d'autres rôles et d'autres missions, parce que ça ne manque pas dans la République française. Et puis, il y aurait des ministres qui viendraient de la gauche républicaine et d'autres qui viendraient de la droite républicaine. Et puis, il n'y aurait pas non plus une assemblée tout orange.
il y aurait la fabrication de ce qu'on pourrait appeler une union nationale, trouver des accords, un peu dans la logique que je décrivais tout à l'heure à la région Nord-Pas-de-Calais en 92, entre gauche républicaine et droite républicaine. Donc on ne serait pas tous ministres. Sur ces questions de sécurité particulièrement sensibles, la vraie question c'est est-ce que le centre va se recentrer à droite ou va se recentrer à gauche dans ces perspectives? Non, la vraie question... à droite ou centré à gauche. La vraie question, c'est pas ça sur les questions de sécurité. C'est qu'aujourd'hui, sur les questions de sécurité, la politique du chiffre qui a été impulsée par Nicolas Sarkozy en 2002 est devenue une absurdité. C'est-à-dire que ça finalement, ça coupe le lien qui doit exister entre les policiers et la population. L'idée aussi d'avoir sacrifié la police de proximité, eh bien, ça monte les limites. Et puis, surtout, ça s'entrechoque totalement, cette politique du chiffre, avec la RGPP et la suppression d'un poste sur 2. Donc aujourd'hui, on a une police désorganisée, finalement, qui devient peu efficace. Le nombre de crimes et de délits et d'atteintes aux personnes physiques qui progresse. Et donc, on bousculerait cette politique du chiffre et on en reviendrait à une police plus traditionnelle, plus efficace et plus humaine aussi, et avec des objectifs qualitatifs et beaucoup moins quantitatifs qui, au fond, ne sont que des effets de manche et de communication. Ça, oui, il y aurait une rupture par rapport à ça. Jean-Charles ? Oui, tout à l'heure, Éric Métraud vient de nous parler de la droite que vous n'aimez pas, et tout à l'heure vous parliez de Nicolas Sarkozy qui avait changé la droite. Est-ce que finalement votre problème à vous, ce n'est pas plus le sarkozysme que la droite, et que si, imaginons, la droite perd l'élection présidentielle et comme on a pu le lire, Nicolas Sarkozy quitte la vie politique, est-ce que ça pourrait vous faire changer un peu d'avis sur cette droite et aller vers un rapprochement du côté droit ? En sachant que François Bayrou droitise un peu son discours en ce moment. Je pense, pour répondre à cette question, que la candidature de Nicolas Sarkozy, l'UMP, la candidature de Nicolas Sarkozy ont accéléré ce processus de la droite. Mais en même temps, quand vous regardez ce qui se passe dans un certain nombre de pays européens, vous voyez aussi que un certain populisme à droite s'est beaucoup développé par rapport à il y a 10-15 ans. Ce n'est pas propre à la France, le principe de la droite décomplexée. Et en même temps, donc je pense qu'il a accélérer ce processus et que nous, forcément, avec nos idées de démocrates sociales, les idées défendues par les chrétiens sociaux, on se sent naturellement pas du tout à l'aise avec ces idées. Mais il y a aussi une question de fond que j'ai abordée tout à l'heure, c'est la question que la société est devenue beaucoup plus injuste, que l'émergence des néolibéraux après la chute du mur et la fabrication d'une société dérégulée, d'une société où le salariat est en crise, où les classes moyennes ont de plus en plus de difficultés, fait que l'objectif majeur maintenant, pour ceux qui ont les convictions, enfin qui partagent mes convictions, c'est de lutter contre les injustices et les inégalités de la société. Et donc, ça resterait, ça demeure, ça. Et partant de là, sur un certain nombre de sujets, on partage des choses avec ceux qui sont les sociodémocrates. Alors, faisons 2 secondes de politique fiction. Second tour de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy contre François Hollande. Vous votez pour qui ? Ah, mais je ne peux pas déjà répondre à cette question. Mais projetez-vous. Non, ça n'a pas de sens. Je sais bien que c'est normal, vous voulez commenter la vie politique et vous êtes dans une logique d'anticipation. Mais comprenez que quand on soutient quelqu'un ou quand on est candidat, si on renonce par avance c'est d'ailleurs à cette réponse, à cette question, Fillon, il a répondu ça avec beaucoup d'intelligence, quoi. Si on envisage une autre solution que la présence de François Bayrou au second tour et son succès, très franchement, à partir du moment où on partage le projet, si on ne partage pas le projet, c'est autre chose. On dessert le candidat et on dessert ses idées, et je ne veux pas tomber c'est pas un piège, tomber dans... ça l'est un peu, on va dire. Il est grossier. Mais c'est votre rôle, mais mon rôle, c'est à moi, c'est de donner la réponse que vous j'ai donnée. ne suivriez pas aveuglément François Bayrou. Vers qui vous ne le suivriez pas ? Comment ? Est-ce que si François... Je vais répondre par un sourire. Je crois qu'au second tour, je voterai, je ne connais pas le nom, mais je voterai pour François.
Juste une petite question rapide. François Bayrou, là, en gros, il va lui manquer 8 à 10% pour être éligible au second tour, on va dire. Dans les semaines qui viennent, c'est jouable? Ah oui, c'est jouable, oui, oui. L'élection présidentielle, elle est beaucoup moins figée, beaucoup moins arrêtée que d'autres élections. Si vous regardez bien, sans faire l'histoire de France, Poher était favori, c'est Pompidou qui a été élu. Chaban était favori, puis après Mitterrand, et c'est Giscard qui a été élu. En 88, Barre était favori, il a été doublé par Giscard. En 95, c'était Balladur, l'hyper favori. Il n'a même pas été présent au second tour, et Chirac, que tout le monde décriait et tout le monde pensait qu'il était fini, il s'est finalement retrouvé à l'Élysée. Donc l'élection présidentielle, comme il y a un contact direct avec les Françaises et les Français, comme les appareils pèsent moins, et puis le rôle des médias aussi par rapport à ces élections françaises, ces élections présidentielles en France, et que les Français, tous les Français s'y intéressent, il y a une participation très élevée et non pas de 60%, bien sûr le jeu est naturellement ouvert. Alors cette première partie est terminée, on retiendra quand même votre sourire. Je le rappelle, vous avez dit qu'au deuxième tour, vous voteriez pour un François. C'est quand même une information, mine de rien. Tout de suite, on retrouve la minute du professeur Montenot qui s'intéresse à la gestuelle des candidats pendant cette campagne présidentielle. Donc il y aura forcément un petit clin d'œil à François Bayrou. Merci d'avoir participé à cette première partie et nous on se retrouve au salon dans quelques minutes. Merci. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le langage des mains en politique. Vous allez voir, jeu de main, jeu de vilain, pas si sûr. Règle numéro 1, la main contact. Double sens pour cette main. Le candidat se charge d'une énergie pour le combat, c'est le speed de l'acteur, et le militant, lui, est là pour l'instant inoubliable. Notre champion de France, c'est Nicolas Sarkozy. Il empoigne à pleine brassée les mains, même sans regarder à qui elles appartiennent. Sur ces images tournées en 2005, Nicolas Sarkozy est pourtant encore en rodage. François Hollande, en début de campagne, semble hésiter sur ses premières images. Je lui donne pas. Il la prend pas. On sent un peu de gaucherie dans l'attitude du candidat. Mais il se ressaisit très vite. Un meeting plus tard, le voilà qui prend non pas les mains, mais 2 bras à la fois. Règle numéro 2, la main complice et muette, mais agile, celle qui accompagne le discours. Là encore un maître, Nicolas. Démonstration. La main qui calme la grogne des fonctionnaires et la réorganisation de leur travail. Un tout petit rien au ras du pupitre avec le signe hockey des plongeurs pour parler d'une mini-révolution. Il y a aussi les mains exaltées, messianiques. En décembre 2009, François Bayrou réunit à Arras un congrès programmatique du MoDem pour les lendemains qui chantent. Les mains illustrent alors les grandes stratégies. Bon, parfois elles sont plutôt fermées alors qu'il parle de les tendre aux autres. Quand les mains ne suffisent plus, on peut y mettre les lèvres. Claquer la bise en série, c'est aussi tout un savoir-faire, mais on pourra peut-être en faire une autre leçon. Voilà, comme convenu, nous sommes de retour dans cette deuxième partie de Politicon. Notre invité est Olivier Henno, président départemental du Mouvement démocrate. M'ont rejoint Amaury Flotta et André Dupont. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors c'est à vous que je m'adresse pour commencer. Amaury d'abord. Est-ce que vous comprenez le positionnement du MoDem dans le Nord et plus précisément dans la métropole lilloise? Allez, courage. Il est difficilement cernable. Je pense que ça a été dit dans la première partie de l'émission, menée par Olivier Henno. Il ressemble des fois à une histoire de personne. Il me semblait que la prise de décision, l'orientation qui était donnée au niveau de la communauté urbaine était, on peut faire du tout sauf Sarko national, et ça ressemblait à du tout sauf Daubresse. Et je crois qu'on retrouve un problème historique de personnes qui peut y avoir entre Olivier Henno et Marc-Philippe Daubresse. C'est ce qui m'a semblé lire en 2008. André Dupont, une deuxième couche ou une pondération? Pour une fois, je vais être nuancé. Pour moi, le MoDem, c'est à la fois un objet voleur non identifié et puis à la fois l'objet de mes désirs.
dire qu'à Saint-Ovni, parce que tous les 5 ans, on le voit réapparaître à travers la personnalité forte, attachante, chaleureuse de François Bayrou. Et puis après, cette éclipse repart dans la galaxie. Et puis pendant 5 ans, il y a la traversée du Sahara, puis on le revoit venir. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un ovni. J'essaie de comprendre. Et vous l'avez dit tout à l'heure, j'allais vous la faire celle-là, mais vous l'avez déjà fait, cher monsieur Hainaut. C'est comme disait François Mitterrand, et d'ailleurs François Hollande l'a repris à son compte. Le centre, c'est ni de gauche ni de gauche. Donc c'est où? En plus, dans la Ve République, c'est vrai que je vous l'accorde, on n'a pas beaucoup de chance, puisque avec le régime parlementaire, c'est un peu difficile de gouverner le cas échéant. Et puis à la fois, je suis attaché parce que quand on s'attache pas seulement aux hommes dont vous êtes, qui êtes des hommes effectivement de racines très humaines, vous avez le goût des autres, vous avez la volonté que les grandes questions comme celle du chômage, de l'exclusion, soient des questions qui ne soient pas, comment dire, bâclées sur l'autel du politicien. Et donc je suis assez séduit par un certain nombre de vos thèses. En même temps, peut-être que du coup j'ai envie de poser une question, c'est le François Bayrou en 2007, ce qui a heurté, y compris un certain nombre de vos électeurs, n'a pas appelé au second tour à voter pour un candidat. En 2012, est-ce qu'il va le faire? Et puis, on m'avait dit, j'en finis là, j'ai cru entendre que Ségolène Royal, à l'époque candidate, avait rencontré en secret, vous savez tout, vous allez nous le dire, je suis sûr, vous êtes un homme sincère, authentique, vous êtes devant la télé, vous êtes regardé par des millions là, de téléspectateurs, vous allez nous lâcher la vérité. Plus sérieusement, on a dit qu'elle avait rencontré en secret François Bayrou. Est-ce que vous pensez que François Bayrou va rencontrer François Hollande? Non, d'abord, à la première observation, mais vraiment, sincèrement, je veux dire, j'ai pas d'obsession personnelle du tout, mais alors pas du tout. Et je ne vais pas revenir sur les explications de tout à l'heure, mais vraiment, en 2008, c'était la volonté du projet communautaire. Je dis d'ailleurs que les centristes que nous sommes n'avons pas été les seuls à faire ce choix autour de Martine Aubry, puisque nombre de maires de la métropole non inscrits, et même parfois divers droite, se sont inscrits aussi dans ce projet communautaire. Donc ça n'a pas été tout sauf, pas du tout. Et très franchement... Et par Henri Segard, qui est un autre acteur de la 4e circonscription, qui a aussi été très proche et de nouveau très loin. Franchement, c'était pas du tout une obsession personnelle. C'était que, à un moment donné, il semblait que, bien que, je crois d'ailleurs que les faits nous donnent raison, que la personnalité de Martine Aubry, réélue à Lille, correspondait à ce que attendait la métropole et à l'idée qu'on se faisait du développement de la métropole et du rayonnement de la métropole. Maintenant, par rapport aux choses que vous avez vous êtes dites... vraiment, excusez-moi, je le recoupe, satisfait de 4 ans de collaboration avec la majorité actuelle de la communauté urbaine, vous qui êtes un homme de développement, vous êtes satisfait du bilan de la communauté urbaine 4 ans après gouverner avec Martine Aubry? Écoutez, franchement, par rapport aux objectifs qui ont été fixés, par rapport au développement économique, par rapport au développement des transports, par rapport au rayonnement de la culture, par rapport au rayonnement aussi de ce qu'on veut faire en matière de sport, avec le vélodrome, le grand stade, le regard que les habitants portent sur la métropole lilloise par rapport au regard qu'ils portaient il y a 10 ou 15 ans, je crois qu'on est en train peu à peu de réussir cette métamorphose de la métropole lilloise. En tout cas, il n'y a rien de mesquin. Il n'y a rien de mesquin dans tout ça. Il n'y a rien de petit. Et on est plutôt dans des choses qui ont une certaine hauteur. Par ailleurs, on n'est pas du tout interdit de s'exprimer. Il y a des instances de gouvernance où on débat des sujets, où on n'est pas d'accord sur tout et on peut en parler. Très franchement, j'ai l'impression de servir la métropole lilloise. Et en tous les cas, je n'en ai aucun complexe. Quand on est un élu, un homme politique, on choisit une personne ou on choisit un projet? Le projet politique de Martine Aubry, si elle avait gagné aux primaires, est-ce que vous auriez convaincu François Bayrou de faire voter pour elle à la présidentielle, en sortant de la communauté urbaine? Il y aurait une Martine Aubry à la communauté urbaine qui aurait tous ses beaux atours,
et que c'est pas contre Philippe Daubresse, Marc-Philippe Daubresse que vous avez choisi. Et puis il y aurait une Martine Aubry au plan national que vous ne soutiendriez pas sur les projets. J'essaie de comprendre, moi. C'est toute l'ambiguïté du centre, demeurant, hein. On est au cœur du sujet. Non, mais là, on n'est pas du tout... C'est pas votre ambiguïté c'est pas notre ambiguïté. C'est la difficulté des institutions de la 5e qui, d'ailleurs, aboutissent à un camp contre camp, 50% contre 50, et finalement génèrent des pouvoirs qui sont dans l'incapacité de prendre des décisions, parce qu'il y a ça derrière, qui sont dans l'incapacité de prendre des décisions qui servent l'intérêt général. Pourquoi notre pays en est à 1700 milliards de dettes? Pourquoi on a un commerce extérieur au déficit de 70 milliards. Pourquoi lorsqu'un enfant naît aujourd'hui, il a 27 000 € de dette sur la tête? C'est parce que les gouvernements qui précèdent et les élus qui précèdent ont été incapables de prendre les décisions courageuses. C'est ça le bloc contre bloc tout de même. Voyez-vous, si ça générait des décisions porteuses en termes d'avenir, d'intérêt général, mais qu'est-ce qu'il fait Nicolas Sarkozy quand il est élu alors que le problème de la dette, il existe déjà? Il fait la loi TEPA, il sacrifie des recettes fiscales à 5 milliards, d'ailleurs au bénéfice des gens plus favorisés. Mais ça, c'est ça le problème des institutions. Il n'y a jamais eu d'alternance sécurité urbaine, et la dette, elle a quand même doublé sur les 4 dernières années. Des institutions de la 5e. On a pour les collectivités locales la règle d'or. Alors, il se peut que pour faire des investissements, on s'endette un peu quelquefois, mais la règle d'or, tant souhaitée là, par Angela Merkel et par les dirigeants européens, eh bien, elle existe pour les collectivités locales. Donc, la question de l'endettement des collectivités locales, ça n'est jamais pour le fonctionnement, c'est toujours pour les investissements. Donc, ça n'est pas du tout le même sujet que pour l'État. Mais je vais répondre à ce que vous avez dit. Moi, je crois qu'il y a une règle. Il y a une règle de la 5e République. C'est que moi j'ai été naturellement totalement solidaire de ce qui a été fait, de ce qu'a fait Bayrou en 2007, mais je pense que dans la 5e République, vous devez tout faire, et donc pas dire avant que vous renoncez. Quand je disais tout à l'heure que je souhaitais voter François au second tour, évidemment c'est François Bayrou. Bon, mais la règle de la 5e République, c'est que quand vous n'êtes pas qualifié pour le second tour, eh bien, il faut s'inscrire dans la logique d'une majorité présidentielle. Et je pense que ce qu'on a fait en 2007, ce que François Bayrou a fait en 2007, il ne faut pas le reconduire en 2012, parce que justement, vous l'avez très bien dit, ça, on a été un peu en dehors du coup, quoi, en quelque sorte, et il y a eu cette forme de traversée du désert, parce qu'il y a la logique de la majorité présidentielle, il y a la logique de la majorité parlementaire, et puis aussi il y a la logique d'être utile, mais ceci dit, ça n'empêche pas, une fois qu'on a dit ça, que nous militons, alors là vraiment, hein, j'espère voir l'arrivée de la proportionnelle à l'Assemblée nationale avant ma fin de vie politique. Franchement, c'est important. C'est comme ça dans tous les pays européens. Et à ce moment-là, ça change tout. Parce qu'il y a des majorités... Ça permet au Front National d'arriver au Parlement. Et alors, quand ils font... Et d'avoir 3 fois plus de députés que le MoDem, mais excusez-moi, mais le problème n'est pas d'avoir des institutions qui empêchent le Front National d'être présent dans des hémicycles à partir du moment où ils font des voix. Le problème, c'est de combattre les idées et de faire en sorte qu'elles fassent de moins de voix possible. Mais vous pouvez, je veux dire, si ça marchait bien, si ça marchait bien, le fait que le Front National ne soit pas au Parlement, ben on verrait pas leur progression hein, dans les idées. Ce qui est grave, c'est leur progression. Donc ça ne marche pas. Ouais. Il vaut mieux qu'ils expriment leurs idées au Parlement. Le Parlement, c'est la représentation du peuple et la représentation de toutes les sensibilités. On va respirer un peu. Je vous propose la rubrique Net pas net. C'est Pierre-Jérôme Montenot et Maxime Cuvillier qui se sont amusés à vous googliser. Et voici le résultat. Facebook, 1500 amis, des personnalités politiques du centre comme de gauche. Le Twitter et le blog sont au service du candidat François Bayrou, la compile d'interviews médias sérieuses, forcément sérieuses. Sur le net, quelques interviews concernant l'art contemporain, c'est sa nouvelle fonction à la communauté urbaine de Lille. Pour les vidéos, on le retrouve soutenant Hervé Guéquier lors de la détention du journaliste en Afghanistan. C'est un copain d'enfance et de rugby. Il balance aussi sur l'incompétence de l'administration qui n'a pas inscrit son fils sur les listes électorales.
Ça fait quand même un électeur de moins, insupportable. Enfin, plus inattendu et exemplaire de son glissement à gauche, l'appel du boycott de Total quand la raffinerie de Mardic ferme. Bon, avec le froid, c'est sûr qu'il n'a pas été entendu. Alors moi, je vais réagir à ce dernier point, votre glissement à gauche. Vous dites, si on comprend bien la discussion que vous venez d'avoir avec Amaury et André, que le centre est fidèle à sa ligne. Et pourtant, au niveau local ou régional, on voit que des élus MoDem flirtent soit avec la droite, soit avec la gauche, comme c'est votre cas ici. Il y a une forme de schizophrénie, ou alors c'est vous qui êtes fidèle à vos valeurs, et c'est la droite et la gauche dans différentes régions qui ne sont pas fidèles aux leurs. Alors, on a défini le concept de l'autonomie du centre. À partir du moment où on est autonome, le centre, Congrès de Lyon, UDF en 2005, comme on l'a déjà évoqué, il est bien évident qu'on ne peut pas gouverner tout seul. Enfin, vous voyez, l'idée selon laquelle on doit gouverner tout seul est absolument impossible. Alors c'est l'idée de rassemblement, et donc de rassemblement sur des projets. Et en plus, on défend cette idée. Alors elle est complexe hein, pour ce qui concerne l'architecture de la vie politique française. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi? Et si vous, encore une fois, c'est typiquement français, ça n'existe pas dans les autres pays. Au nom de quoi ce qui existe au niveau de la majorité parlementaire devrait être décliné dans toutes les assemblées tout le temps, quels que soient les projets locaux. C'est-à-dire que les partis qui composent la majorité ou les partis qui composent l'opposition, eh bien, on a la même frontière nationale, au sein des régions, au sein des départements, au sein des villes, au sein des agglos. Très franchement, c'est une vie politique un peu triste, c'est une vie politique systématique qui ne correspond pas à la réalité. Pourquoi d'un côté ce serait toujours blanc et que de l'autre côté ce serait toujours noir? C'est pas ça la vie. Alors évidemment, la Ve République, elle a généré ça. C'était pas du tout d'ailleurs, le début de la Ve République, c'était pas ça. Parce qu'on acceptait que dans des villes, il y ait des majorités différentes. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde pareil partout. Bah, très franchement, c'est pas l'idée qu'on défend. Alors évidemment, cette géométrie variable, elle est quelquefois difficile à faire comprendre. Mais pourquoi on ne pourrait pas, pour des élections municipales, faire valoir au premier rang, le projet local? Pourquoi pour des élections municipales, des élections cantonales ou des élections régionales, ce serait toujours au premier rang la politique nationale et les clivages nationaux qui doivent l'emporter? Très franchement, sur le fond, vraiment, je sais bien que c'est la tradition de la Ve, mais sur le fond, vraiment, je ne défends pas cette idée. Même que je serai encore le dernier à lutter contre cette tristesse de la vie publique, je continuerai à défendre ces idées. Donc ça veut dire que l'autonomie du centre donne aussi à ses membres une liberté personnelle. Je vais plus loin, vous vous êtes affranchi de Marc-Philippe Daubresse, vous pourriez vous affranchir de François Bayrou, comme tous les autres membres du MoDem aujourd'hui, au risque d'arriver à l'implosion. Sur le plan national, évidemment, il faut une forme de cohérence. Mais il est vrai qu'à un moment donné, notre objectif, je crois que on est à un rendez-vous important en 2012. Et on voit bien que la démarche de François Bayrou, elle doit se traduire par le succès de 2012. Autrement, où elle doit aboutir à une réforme des institutions. Vous voyez, elle doit aboutir alors c'est la proportionnelle à l'Assemblée nationale, mais aussi beaucoup d'autres choses. Un Parlement qui ait beaucoup plus d'autorité, qui ne soit pas peuplé uniquement de godillots. Je veux dire, excusez-moi pour ceux qui y sont, mais enfin le Parlement en France, il n'y a pas de commission d'enquête, il n'a pas de droit de contrôle vraiment fort par rapport à l'exécutif. Enfin, tout ça doit être réformé. Donc, avoir cette réforme des institutions, autrement, on a un spectacle comme hier à l'Assemblée, en permanence, bloc contre bloc, sur des questions
importante, certes, mais décalée par rapport à la réalité de la société. On n'aborde pas les vrais sujets, le développement économique de la France, l'endettement, la construction de l'Europe, et on est sur des combats qui sont en fait virtuels et qui éloignent les gens de la politique. Mais on n'entend pas, dans le discours de François Bayrou, une révolution à ce point de la réforme des institutions, parce que c'est une 6e République, ce que vous êtes en train de dire. Demain, si François Bayrou gagne les élections, il n'aura pas une majorité, vous l'avez bien dit, elle ne sera pas orange demain, l'Assemblée. Et réformer tout ça, c'est rassembler le Congrès, il n'aura jamais cette majorité qui lui permettra d'aller jusqu'à ce projet-là pour une République française. Je dois reconnaître que sur ce sujet, moi, je vais un peu plus en avant. Je suis une forme d'avant-garde. Mais il n'empêche, notre projet politique, c'est vraiment la réforme de la Ve République et changer ses vieilles habitudes. Construire l'union nationale, c'est aussi pour permettre cette évolution. Il y a des grands moments dans l'histoire de notre pays. Vous voyez, la 4e, elle était dépassée. Et c'est parce qu'il y a eu le 13 mai 58, finalement, que le général de Gaulle il a pu imposer un certain nombre de changements. Mais aujourd'hui, le quinquennat, c'est très important, ça, évidemment, ceux qui nous regardent doivent se dire, c'est un peu technique, mais le quinquennat, et juste après les élections législatives, génère une bipolarisation excessive où le débat s'appauvrit. Eh bien, nous, on est pour changer cela. Alors ça veut dire aussi la fin du cumul des mandats, des parlementaires à plein temps à l'Assemblée nationale, ça veut dire un certain nombre de sujets. Mais il faut que notre pays fasse ces réformes-là. Autrement, on voit bien que notre pays régresse et il décline, il est en train de perdre un peu sa richesse, son sang, de reculer. Moi, je ne suis pas du tout un déclinologue, pas du tout. Mais sauf qu'il faut bien regarder la réalité en face. Hier, il y avait les chiffres. 70 milliards de déficit du commerce extérieur. Alors, ce n'est pas seulement la Chine. La totalité de l'Asie, c'est 25 milliards. 53 milliards de déficit avec les pays européens. 53 milliards avec les pays européens. Ça représente 1,5 million d'emplois. C'est-à-dire que si on n'avait pas ce déficit et si on produisait en France par rapport à ce déficit, il y aurait 1,5 million d'emplois en plus. Donc il faut consommer français. Vous appelez au boycott de Total, mais il faut consommer français. Non, il faut une remobilisation. Je vais vous dire, le boycott de Total, c'était un effet de campagne. Allez, je vais être sincère, c'est peut-être pas ce qu'on a fait de plus, sensé. Je veux dire, il y a une forme de sincérité. Quelquefois, dans les campagnes, on se laisse aller. C'était peut-être pas, mais c'était un geste symbolique par rapport à ces ouvriers qui étaient finalement un peu victimes d'une décision. Il y avait quand même quelque chose de choquant. Qu'une grande entreprise française comme Total, hyper bénéficiaire, elle décide de fermer une raffinerie à Dunkerque et qu'elle ne s'intéresse plus à l'avenir des types qui bossent pour cette société et qui lui ont fait gagner de l'argent pendant des années et des années. Donc c'était manifesté une espèce de colère par rapport à ce sujet. Maintenant, je ne sais pas, c'était une action politique, mais sur le fond, vraiment, la politique, ça doit être d'aborder les vrais sujets. Et aujourd'hui, ce bloc contre bloc totalement bipolaire avec les présidentielles et les élections législatives après, ne permet plus la nuance. Or, le progrès, c'est souvent la nuance. Excusez-moi de vous le dire, j'ai regardé avec beaucoup d'attention et de respect le programme opérationnel de François Bayrou. Je n'y vois pas, objectivement, je n'y vois pas de grandes propositions très différentes, ou de la droite ou de la gauche, sur le travail des enseignants, sur l'immigration, sur la gestion de la dette, sur l'augmentation de la TVA. J'ai même tendance, si j'oublie François Bayrou, si je vous oublie, si je regarde le programme, si demain il est aux affaires, qu'est-ce qu'il nous propose? Parce que les deux projets actuellement de François Hollande et du futur candidat soutenu par Angela Merkel, Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas que les Allemands votaient maintenant aux élections présidentielles françaises, c'est une bonne nouvelle. Concrètement, sont clivants. Moi, comme citoyen, je suis assez heureux de constater qu'il y a deux propositions différentes pour gérer la dette, pour réduire le déficit, avec des vrais choix. François Bayrou, il en prend un peu à gauche, un peu facile d'ailleurs, un peu démagogique sur moi, un peu à droite. Exemple, plus concret. Si j'avais François Bayrou en face de moi, outre le respect pour l'homme,
Ouais, mais est-ce que vous êtes favorable à l'augmentation du temps de présence des enseignants auprès des élèves? Est-ce que vous êtes favorable au mariage des homosexuels et à l'adoption des enfants? Est-ce que vous êtes favorable à la limitation de l'immigration légale? Alors, Olivier Hénault, qu'est-ce qu'il dit François Bayrou? Qu'est-ce qu'il dit Olivier Hénault? Moi, ce que je dis, c'est assez simple. Alors, d'abord, là, c'est un sourire. Vous connaissez le programme de François Bayrou, vous avez de la chance parce qu'il n'a pas encore été publié. Mais enfin, il a surtout développé l'économie, l'enseignement, produire et instruire. Encore, mais bien sûr que si, mais le programme, il va être publié en février. Mais sur ces questions, moi, je suis opposé à l'idée des heures supplémentaires excessives pour les enseignants, c'est-à-dire que j'en ai rencontré d'ailleurs il y a quelques temps, donc je suis plutôt pour les créations de postes que pour les heures supplémentaires des enseignants. C'est ce que propose François Hollande. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je sais pas, moi. Et la question du projet, c'est pas seulement... Et puis il y a quelque chose de très important, la question du projet, c'est pas seulement le projet lui-même, c'est d'être en capacité de l'appliquer, parce que, excusez-moi, aux dernières présidentielles... C'est des questions qui se posent tous les jours aux gens, ça. Le mariage des homosexuels. Moi, je suis pour, maintenant. François Bayrou aussi. Demandez à François Bayrou. Mais là, j'interroge le staff de François Bayrou, tout de même. Je pense qu'il y aura un projet... Est-ce que François Bayrou est Écoutez, favorable? j'ai le courage de dire que j'y suis favorable. Vous n'allez pas... Maintenant, posez la question au candidat et puis vous verrez dans le projet. Je crois qu'il y aura des avancées. Sur les questions de société, on a fait beaucoup d'avancées. L'augmentation de la TVA. On arrive au bout. Moi, je voudrais poser une question, puisqu'il reste à peine 2 minutes d'émission. Donc, si vous pouviez répondre rapidement, est-ce que vous appelez de vos voeux un rassemblement des centres et est-ce que vous y croyez? Naturellement, si le centre veut exister, il doit être autonome et rassembler tous les siens. Alors, je l'espère, je milite pour, mais en même temps, je sais bien qu'il y a des tentations ou des tentatives, notamment plus souvent à droite d'ailleurs, d'attirer certains centristes en faisant c'est le miroir aux alouettes. Donc, mais moi, j'appelle tous les centristes à se regrouper au sein du centre. C'est évidemment la voie du succès de rassembler les siens. C'est possible, il ne faudra pas balayer quelques querelles de personnes ou quelques aspirations personnelles? Vous savez, pour rassembler, ça c'est toujours vrai, c'est vrai pour le centre, c'est vrai pour une majorité, il faut toujours balayer des querelles personnelles et il faut accepter non pas des compromissions, mais des compromis. Parce que bien évidemment, lorsqu'on veut rassembler, on ne peut pas rassembler seulement à partir des siens et seulement et uniquement sur son projet. On doit accepter que les autres puissent s'exprimer et puissent aussi faire valoir et faire rayonner leurs idées. Très bien, merci Olivier Hénault, merci messieurs, cette émission est terminée. Vous pouvez évidemment la retrouver sur weo.fr plus quelques suppléments pour le web. N'oubliez pas non plus l'application iPhone, elle est gratuite, donc vous pourrez nous regarder et voir Olivier Hénault là où vous voulez. La semaine prochaine, on reçoit Daniel Fasquelle, député maire UMP du Touquet. Il est aussi président de la fédération UMP du Pas-de-Calais. Bonne semaine.